Bonjour à toutes, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau webinaire qui sera consacré aujourd'hui à l'accompagnement à la reconversion professionnelle pour raisons de santé. Alors, je suis Amandine Bonnefoy, chargée de mission pour le Handipact Fonction publique Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, je suis Estelle Boquet, également chargée de mission pour le Handipact Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous serons accompagnés, comme d'habitude, de Karine Boulier, qui répondra à toutes vos questions techniques. Pour rappel, vous avez sur la droite de votre écran un bandeau blanc avec deux onglets, un onglet chat, un onglet questions. Nous vous remercions d'utiliser l'onglet chat pour toutes les questions relatives au contenu du webinaire et de consacrer vos questions d'ordre technique à l'onglet questions pour que Karine puisse intervenir et puisse vous répondre. Alors, voilà le déroulé de la journée, de cette matinée en tout cas, tel qu'on vous la propose. Donc, on va commencer par vous donner quelques éléments de cadrage. On vous présentera ensuite le processus de reconversion professionnelle. Et puis, dans un dernier temps, nous vous présenterons les outils et les dispositifs mobilisables dans le cadre d'un parcours de reconversion professionnelle présent cet été. Et dans ce chapitre, nous évoquerons les interventions du FIP. Donc, quelques éléments de cadrage pour démarrer. Donc, l'objectif, c'est vraiment de traiter le processus de reconversion professionnelle ce matin. Donc, reconversion professionnelle contrainte et non le processus de reclassement. Et il s'agit également de prendre en compte toutes les étapes de ce processus et de définir au préalable quelques éléments d'appréciation du processus de reconversion professionnelle. D'abord, de quoi parle-t-on? Donc, pour nous, la reconversion professionnelle pour raison de santé intervient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la santé de l'agent et les contraintes du poste, ne trouve pas de solution d'aménagement ou d'adaptation, ou lorsque les aménagements ne sont plus raisonnables. Alors, c'est vraiment un processus d'action graduelle qui doit conduire au reclassement, à la reconversion professionnelle, pour raison de santé. Ce n'est pas toujours, je dirais, une conclusion à une problématique de santé, mais néanmoins, on se rend compte que dans différents métiers, souvent, on aboutit, ou en tout cas de plus en plus, on aboutit à une reconversion professionnelle. C'est un processus graduel, comme je vous le disais. Tout d'abord, en général, quand il y a une restriction d'aptitude, on est sur la première étape qui nécessite que l'employeur adapte le poste. Si l'adaptation de poste du travail n'est pas ou n'est plus possible, on affecte l'agent sur un autre emploi de son corps ou de son grade. Et enfin, si l'état physique de l'agent ne lui permet pas de remplir les fonctions de son grade ou de son corps, et donc sur la situation d'inaptitude, on propose un reclassement sur un emploi d'un autre corps ou d'un autre grade. En général, on parle de reconversion professionnelle dès lors qu'on est sur le changement d'affectation, donc sur un autre emploi de son corps ou de son grade. Ce qui est important, c'est que on intègre bien que c'est une obligation aujourd'hui de moyens qui s'impose aux employeurs, d'ailleurs publics ou privés, à la fois d'aménager le poste de travail et à la fois cette obligation de reclassement. Donc, on l'a vu, donc la reconversion professionnelle, c'est un dispositif de mobilité, on va dire, dite contrainte vers un autre métier, donc dans le cadre d'une réaffectation ou dans le cadre d'un reclassement statutaire. C'est une affectation, un reclassement qui peut se faire chez l'employeur, je dirais, initial ou chez un autre employeur public, quelle que soit la fonction publique et le versant de la fonction publique. Ce qu'il faut noter, donc, c'est que tout ceci passe par des avis médicaux, notamment, soit les avis de prévention, soit les avis du comité médical ou de la commission de réforme. Qui est concerné? Donc, ce qui est important, c'est que tout le monde est concerné aujourd'hui. Tous les agents, quel que soit leur statut, sont concernés, les fonctionnaires, les stagiaires, les contractuels. Il y a par contre des dispositifs, des dispositions qui sont un tout petit peu différentes en fonction du reclassement et ou de la PPR, puisque ne s'adresse pas à tout le monde de la même manière, donc on reverra un peu plus tard. Il faut donc prendre en compte que c'est une notion d'abord c'est soit une réponse à une inaptitude, soit c'est pour éviter une inaptitude
qu'on met en place donc un processus de reconversion professionnelle. Et c'est bien dans cette logique-là que c'est intéressant et important, c'est qu'il faut le plus possible anticiper ces situations pour que nous puissions aménager correctement, enfin en tout cas réfléchir à une proposition d'action pour les agents. Alors, le processus de reconversion professionnelle. Donc, tout d'abord, peut-être une petite précision. Donc, en entamant ce processus d'accompagnement à la reconversion professionnelle, l'accompagnant, il va être aux côtés de l'agent pour mettre en œuvre ce processus, mais il doit du même temps essayer d'accompagner l'employeur, puisqu'il va falloir mener une réflexion sur les postes qui vont être vacants, les possibilités de reclassement ou d'affectation dans une logique de GPEC, et puis il va peut-être falloir également être force de proposition pour réfléchir au financement de cette reconversion. Alors, les enjeux de l'accompagnement. Il va bien falloir avoir en tête qu'à la différence d'une reconversion professionnelle qui serait choisie, qui s'inscrirait plutôt dans le cadre d'une transition professionnelle ou du déroulé de carrière, la reconversion professionnelle pour raison de santé, souvent, elle est subie par l'agent. Et c'est vrai que l'accompagnant doit avoir ça en tête pour réussir et pour adapter son accompagnement. Un agent, il va peut-être passer par différentes phases, et ces différentes phases, elles vont être plus ou moins longues en fonction de son ressenti à lui, de sa capacité d'adaptation et puis de ce qu'il vit au quotidien. Les différentes phases, ça pourrait être par exemple, il y a d'abord une phase de stabilisation médicale, une acceptation de la perte des capacités, une acceptation de la perte de son métier, donc un deuil du métier. Et puis une phase enfin de remobilisation. Donc c'est dans cette phase que l'agent va pouvoir remettre en œuvre un nouveau projet professionnel. La reconversion professionnelle, pour l'agent, elle va peut-être entraîner un sentiment de déclassement, un sentiment d'insécurité ou une perte de sens, une perte d'intérêt pour le travail, une perte d'intérêt pour le nouveau métier. Souvent, la reconversion professionnelle, elle est synonyme d'un bouleversement dans la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui vont nécessiter une période d'adaptation, une période d'acceptation, qui vont nécessiter l'apprentissage d'un nouveau métier, qui va se faire parfois au sein d'une nouvelle organisation, au sein d'une nouvelle équipe, et parfois à un âge ou dans des circonstances dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'entamer ce genre de processus. Alors, quelles sont les réponses? C'est qu'à l'accompagnement, l'accompagnant va pouvoir proposer. Tout d'abord, il va falloir peut-être prendre le temps d'expliquer à l'agent les étapes par lesquelles il va passer ou il pourrait passer, et puis vraiment prendre le temps en fonction de chacune des situations et, comme on disait, donc de la capacité de l'agent à pouvoir avancer. Alors, évidemment, ce temps, parfois, il va pouvoir être contraint, on le verra plus tard, mais en fonction des dispositifs qui sont mobilisables, et parfois, on a un temps qui va être alors, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a... Ah, je crois que c'est revenu. Estelle, est-ce que tu peux me confirmer qu'on m'entend normalement? Ok, super. Parfait. L'accompagnant va devoir également assurer une phase de bilan, donc une phase de bilan qualitative. Il va devoir également donc identifier les formations adéquates. Tout ça pour sécuriser le parcours de reconversion. Et puis enfin, comme le disait Estelle, donc pour les agents qui sont en restriction d'aptitude, il va falloir anticiper ces situations d'inaptitude, donc accompagner au mieux les agents en restriction d'aptitude. Alors, à travers cette diapo, on va vous donner quelques mots-clés, quelques adjectifs qui qualifient la posture de l'accompagnant. Donc, tout d'abord, objectivité, neutralité, patience et capacité d'adaptation. Donc, l'accompagnant, il va devoir rester lui-même, il va devoir avoir une posture objective, neutre et professionnelle. Cette posture professionnelle, elle doit être adaptée, elle doit proposer un accompagnement et des mesures qui sont vraiment adaptées à la personne. Donc, il ne s'agit pas ici de donner une
vie à notre côté psy dans l'âme, mais vraiment d'être sur une posture professionnelle. Donc, pas de solidarité ni d'assistanat. La personne, elle n'a pas besoin ni de pitié ni de charité, mais vraiment l'aider à exprimer son besoin et à exprimer ses souhaits dans ce processus de reconversion professionnelle. Vous allez pouvoir vous appuyer sur une équipe, puisque la réponse pluridisciplinaire, elle va vraiment être essentielle. Voilà. Vous allez pouvoir vous entourer. Voilà, le référent, l'accompagnant, il est souvent identifié comme la personne unique, comme le référent en la matière, mais vous allez pouvoir vous appuyer sur les capacités, sur les compétences d'autres experts, que ce soit en interne ou en externe. Et puis enfin, donc, on vous propose d'autres qualificatifs, donc relation réciproque et non-discrimination. Donc c'est relation réciproque parce que c'est dans le temps que vous allez pouvoir instaurer une relation de confiance et que vous allez pouvoir vraiment travailler avec votre agent sur ce processus de reconversion. Et cette relation, elle va se construire réciproquement. Donc c'est en apprenant à se connaître. J'ai l'impression Karine, voilà, j'ai l'impression que c'est mieux comme ça. Je suis désolée, on a quelques soucis techniques. Alors, je poursuis. Donc, je parlais de la relation de confiance, de la non-discrimination et de cette relation que vous allez devoir instaurer avec l'agent. Voilà, pour vous dire que c'est vraiment à la personne qu'il va falloir s'adapter, non pas à son handicap, bien que la situation doit être prise en compte. Et vous allez peut-être parfois accompagner un agent dont vous ne connaîtrez pas la situation de handicap, dont vous ne connaîtrez pas la maladie. Et parfois, c'est quelque chose, c'est pas plus mal non plus. Ça permet d'éviter de coller une étiquette ou de poser un diagnostic, puisque vous, en tant qu'accompagnant, en général, vous n'êtes ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue. Donc, c'est vraiment un accompagnement sur la reconversion professionnelle. On a identifié plusieurs étapes, on en a identifié 3. Donc là, on parle bien des étapes de la reconversion et pas des étapes de l'accompagnement. Donc voici les 3 étapes. Tout d'abord, la première, ce sera définir et structurer donc un nouveau projet professionnel. Puis une deuxième étape qui va consister à mettre en œuvre ce projet. Et pour ce faire, l'agent aura besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et puis enfin, donc une troisième étape, donc ce sera réussir l'intégration de l'agent dans ce nouvel emploi. Voilà les 3 étapes telles qu'on va vous les présenter. C'est Estelle qui commence. Sur la première étape, pour nous, donc, il s'agit donc de définir et de valider un nouveau projet professionnel. Donc là, c'est ce qu'on appelle plus couramment le bilan professionnel ou le bilan de compétences, peu importe l'angle que l'on prend, qui doit donc permettre de faire un état des lieux des compétences, des intérêts, des motivations, des envies aussi, de l'agent qui doit aujourd'hui se retrouver un emploi au sein de la collectivité ou de l'employeur ou en dehors. Donc, il y a plusieurs outils donc, qui sont utiles à exploiter. Il y a l'aspect enquête métier, puisqu'il faut savoir que globalement, les personnes ont souvent un métier qu'elles ont choisi, qu'elles ont investi en termes de formation et qu'elles maîtrisent totalement. Souvent, elles sont restées à la même fonction un certain temps. On est aussi, il faut le savoir, dans la réalité de la reconversion pour raison de santé, souvent sur des métiers de catégorie C dans la territoriale ou l'hospitalière, donc sur des métiers particuliers, techniques, ou des métiers des métiers qu'on a choisis, comme auxiliaire de puériculture, comme infirmière, comme aide-soignant. Alors, infirmière, c'est catégorial maintenant. Mais globalement, c'est vraiment ASH
jardinier par exemple. Donc, ce sont des métiers à vocation ou qui ont des fortes spécificités dans leur exercice. Et donc, quand on doit travailler sur un nouveau projet professionnel, il faut à la fois se projeter dans un nouvel environnement et sur un nouveau métier. Est-ce qu'Amandine, tu peux couper ton son? Parce qu'en fait, j'ai à nouveau un retour. Super, merci. Et donc, c'est important de pouvoir donner des moyens. Moi, je m'entends aussi en écho. Est-ce que c'est chez Karine que j'entends? Est-ce que Karine, pareil, vous pouvez couper votre son? Je suis désolée. Donc, en fait, il y a un ensemble de moyens qui sont ouverts pour permettre de traiter la découverte de l'environnement, soit des enquêtes métiers qu'on propose, soit aussi du travail autour du CV qui peut permettre à un moment donné de travailler sur les compétences de la personne, donc en verbalisant avec des actions, par exemple, ce qu'a fait la personne, mais c'est aussi lui faire raconter une journée type, par exemple, pour qu'elle puisse se projeter sur ce qu'elle sait faire, puisqu'on a aussi souvent la problématique des personnes qui ont des difficultés à valoriser, mettre en avant ce qu'elles savent faire. Et donc, c'est important de les aider justement à mettre en exergue toute la richesse de leur parcours, toutes les compétences acquises, puisque c'est en mettant l'accent sur ces compétences acquises qu'on pourra aussi travailler sur les compétences transférables. Donc, c'est vraiment une étape, cette définition du projet professionnel, c'est vraiment une étape fondamentale, car c'est ce qui va être vraiment un socle pour le futur projet. C'est aussi le moment où doit s'instaurer un lien de confiance avec l'accompagnant, puisque derrière, le processus d'acquisition de compétences et de reconversion est assez long. Quand on parle de la PPR, on parle d'un processus d'1 an. Et pas rare qu'on aille au-delà de 1 an, voire 2 ans. Donc, c'est important qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure et qu'on respecte un peu la courbe du pour ceux qui la connaissent, qui est une courbe en fait qui fait état d'un cheminement de l'agent dans sa réflexion. Et souvent, on a toute une phase aussi à un moment donné d'acceptation, enfin de colère, de tristesse, d'acceptation avant de pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc, c'est important aussi que vous puissiez prendre en compte toutes ces étapes-là dans l'accompagnement de la personne. Donc, en fait, donc c'est vraiment important que vous puissiez prendre en compte cette dimension psychologique dans ce début d'accompagnement, puisqu'il est assez fondamental. Si la personne ne s'implique pas dans son projet, vous n'arriverez jamais à un résultat, je dirais, acceptable pour vous, pour le futur service qui travaillera avec l'agent et pour l'agent lui-même. Donc, c'est souvent quand on ne prend pas en compte cette dimension-là qu'on voit qu'il y a énormément d'échecs. Et enfin, donc avec dans la définition de ce projet professionnel, donc il y a également tout un cheminement où on peut tester les stages, les découvertes métiers sur site. Cette fois-ci, c'est-à-dire que la personne va aller à la rencontre d'un nouvel univers. C'est particulièrement important sur des métiers où il y a vraiment des écarts forts. Je vais vous prendre le cas, par exemple, de livreurs qu'on a pu accompagner dans un CHU qui ont dû être reclassés sur d'autres fonctions plutôt d'ordre administratif ou d'accueil. Pour eux, d'être assis à un bureau ou derrière un guichet était fondamentalement compliqué. Impossible, puisque le livreur est assez libre de ses déplacements, n'est pas dans un environnement contraint, est assez autonome, est tout seul dans son habitacle. Enfin, c'est des choses qui peuvent paraître anecdotiques et qui sont fondamentales quand on travaille sur un processus de reconversion avec un agent. Donc, c'est vraiment, voilà. Et puis, il y a aussi la remobilisation professionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de vos agents en reconversion professionnelle pour raisons de santé ont été arrêtés pendant longtemps pour certains, et donc ont besoin aussi
se réacclimater au travail, travailler plusieurs heures de suite, ça peut parfois être compliqué aussi. Donc voilà, cette construction de parcours avec ces différents outils permettent d'y aller progressivement et donc de retravailler sur la remobilisation professionnelle en même temps que le projet professionnel, qu'il faut évidemment valider en matière d'écart de compétences, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fléché un certain nombre de pistes, il faut que vous puissiez évaluer l'écart entre les compétences de la personne à l'instant T et à ce qu'on attend d'elle dans les prochaines pistes de poste qui sont évaluées. Et puis, après, il faut travailler autour du parcours de formation professionnelle. C'est justement qu'est-ce que la personne va devoir acquérir, on va dire in situ, mais aussi grâce à la formation professionnelle. Deuxième grande étape, c'est la mise en œuvre du projet. Donc là, on part du principe que l'agent acquiert de nouvelles compétences. Donc ça se fait par différents moyens. À nouveau, ça peut être sous forme de stage, par le tutorat également qui peut être mis en place, où à un moment donné, on accompagne les agents, on identifie les compétences qui sont à transférer par le recours à un tutorat ou par la formation, comme je viens de le dire, soit des formations qui sont faites en interne par les collaborateurs de l'employeur référent, soit par des formations externes, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui développent des formations de base au métier et qui sont, je dirais, réalisées par les agents eux-mêmes, alors par des personnes qui ont été identifiées et formées comme formateurs, mais qui ont les compétences et qui les transfèrent aux autres agents. On travaille sur un calendrier, un temps donné aussi à l'acquisition, c'est-à-dire qu'en fonction d'où on part, on définit une mise en œuvre du projet sur un temps défini. Alors la PPR est venue encadrer à nouveau ce processus de reconversion professionnelle en définissant une période de 1 an jusqu'au reclassement. Et globalement, la définition du projet tient sur une période maximum de 2 mois et après, il reste globalement 10 mois pour faire la mise en œuvre du projet et la recherche de poste. Mais ce qu'il est important dans ces différentes périodes, c'est qu'on soit aussi sur un processus d'évaluation, c'est-à-dire qu'on montre à chaque étape quelles sont les améliorations, les acquisitions de compétences. Et là où il faut renforcer encore ces acquisitions, on peut mettre en place de nouvelles propositions d'accompagnement. Pendant toute cette période, il faut évidemment, si la personne a déjà pris un stage ou est déjà en poste, parce que ça peut être le cas dans certains cas, excusez-moi de la redondance, il faut veiller aussi à faire un point régulier avec les équipes qui accueillent l'agent pendant ses stages ou ses longues périodes d'immersion pour voir comment ça se passe aussi en termes de comportement. Il y a besoin d'un aménagement de poste aussi, puisqu'il y a pour certains besoin d'apporter un soutien en matière d'adaptation, que ce soit avec une aide externe ou des aides de matériel technique, peu importe. En tout cas, il faut pouvoir continuer à le prévoir. Et pour ceux qui partent des formations et des temps de formation plutôt longs, puisque c'est possible, on a parfois rencontré un certain nombre de cas, il faut pouvoir faire des points réguliers aussi avec le centre de formation et l'agent, parce que d'ailleurs, il faudra se reprojeter en emploi. Donc, c'est important de garder le contact pendant tout ce temps de formation. Ce qui est vraiment important, il me semble, et dans tout le travail préparatoire qu'on a fait avec Amandine, c'est qu'on n'apprend pas un métier dans les livres, donc il faut du temps, il faut tenir compte des besoins aussi de réassurance des agents et de l'environnement bienveillant. C'est-à-dire qu'on le verra à la toute fin, mais globalement, on sait que le maintien dans l'emploi, c'est un processus assez complexe où on a des personnes réfractaires, on a des cadres réfractaires, on a des équipes réfractaires. Donc, c'est important que quand vous décidez d'un terrain de stage ou un terrain d'accueil, que l'ensemble du collectif soit sensibilisé, accompagné sur ses craintes, ses difficultés, ce que ça va avoir comme impact sur la charge de travail, sur la manière de travailler. En tout cas, c'est vraiment important parce que on se rend compte qu'il y a parfois des difficultés
qui ne sont pas forcément propres à la personne, mais aussi propres à l'environnement. Et enfin, il y a la dernière étape qui est le processus d'intégration. Alors, c'est vrai que c'est un processus d'intégration qu'on néglige, j'ai envie de dire, de manière courante pour les agents, on va dire, lambda. De plus en plus, il faut être opérationnel tout de suite sur son poste, même sans parler de reconversion professionnelle. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger quand on est sur une reconversion professionnelle pour raison de santé, pour toutes les raisons qu'on a vues sur les étapes 1 et 2. La personne peut encore être un peu fragile, peu sûre d'elle, de ses compétences. Elle a souvent besoin d'être réassurée à plusieurs moments. Donc là, au-delà du fait qu'il faut travailler sur le collectif, peut-être mettre en place des solutions de compensation, il faut vraiment faire des points réguliers entre l'agent et son manager, ne pas se dire maintenant c'est le problème du manager. D'ailleurs, le manager sera souvent demandeur parce que, pour éviter justement parfois une difficulté du management qui n'est pas très à l'aise pour aborder je dirais, les difficultés de son agent parce qu'il ne le connaît pas. Finalement, il hérite d'un agent, parfois parce qu'il y a des agents qui ont des passés un petit peu lourds dans les organisations. Donc, ça vient parfois donner une impression négative autour de l'agent, même s'il est plutôt en bonne posture. Donc, c'est important de toujours veiller en tant qu'accompagnant au microcosme et à l'équilibre de l'équipe et de venir encadrer les premiers mois. On a des situations où la personne est encadrée plus de 6 mois. Et c'est vrai que sur un changement de métier, on peut se dire que 6 mois, c'est quand même un minimum. En tout cas, que c'est important de faire durant ces 6 mois minimum des points réguliers. C'est aussi important d'avoir un tuteur qui a été formé, accompagné justement, et puis valorisé, puisque c'est aussi parfois une question qu'on rencontre. Comment on fait pour motiver le tuteur? C'est aussi reconnaître toutes les capacités de transfert de connaissances, de compétences que vous allez lui demander. Et donc, c'est le valoriser aussi dans son évaluation professionnelle. Et voilà, on reconnaît tout le travail que tu as pu faire. C'est aussi derrière lui permettre de s'enrichir, aussi de développer, peut-être de lui donner des formations spécifiques sur l'accompagnement, sur des besoins qui pourraient être évoqués par son envie derrière de transmettre à ses agents. Je vais te laisser reprendre la main, Amandine. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Je ne sais pas. On ne t'entend pas, Amandine. Ton micro n'est pas ouvert. Pardon. On a quelques questions, effectivement, mais elles semblent toutes concerner la PPR. Donc, comme on y revient un peu plus tard, je propose qu'on poursuive. On y répondra à ce moment-là. En tout cas, on compile bien toutes les questions et on verra si on y a répondu. Sinon, on reviendra dessus. Merci. Juste pour vous dire que le problème d'écho est résolu. Alors, voilà maintenant concrètement les dispositifs qu'on va pouvoir mobiliser en fonction des différentes étapes. Vous avez dans ce tableau, donc à gauche, les étapes qu'on vient de voir, qu'Estelle vient de détailler, et puis donc les dispositifs qu'on va pouvoir mobiliser en fonction du statut de votre agent. Pour ce qui concerne donc la définition, l'acquisition des compétences et l'intégration, vous allez pouvoir effectivement faire appel à la PPR. Alors, la PPR, elle va s'adresser aux fonctionnaires titulaires lorsque l'inaptitude est prononcée. Alors, j'ai mis une petite étoile et ça apparaît en rouge, puisqu'il y a une nouveauté et on détaillera également une ordonnance qui est parue le 25 novembre dernier, donc tout récemment. La PPR est mobilisable donc, lorsque l'inaptitude est prononcée ou lorsque l'inaptitude est en cours. Donc, la PPR, elle peut également être mobilisée pour les fonctionnaires stagiaires, mais seulement s'il s'agit d'un accident imputable au service. Et puis, par contre, elle ne concerne pas les agents contractuels qui ne sont pas éligibles à ce dispositif. Ensuite, donc, pour la définition du projet, vous allez pouvoir proposer des enquêtes métiers à vos agents. Donc là, il va s'agir d'appeler des professionnels ou d'aller à la rencontre des professionnels pour leur permettre de se rendre compte de ce qu'est le métier auquel ils pensent pour leur reconversion professionnelle, ce qui va avoir pour objectif de confirmer, d'infirmer ou éventuellement de préciser un projet professionnel.
toujours sur la définition du projet, on va pouvoir mobiliser le bilan de compétences ou le bilan professionnel desquels font partie, par exemple, l'APSOP ou le bilan de préorientation. Pour la définition du projet ou pour l'acquisition des compétences, vous allez pouvoir mettre en œuvre des stages ou des périodes d'immersion. Toujours pour l'acquisition des compétences, vous pourrez recourir à la formation, qu'elle soit interne ou externe, ou à du tutorat. Et enfin, pour la phase d'intégration, vous pourrez mettre en œuvre, là encore, du tutorat ou un accompagnement socio-professionnel. Et on va entrer dans le détail de chacun de ces dispositifs. Et puis en parallèle, toujours pour réussir l'accompagnement, peut-être qu'il est important de souligner le fait que vous pouvez également mettre en place ou proposer un soutien médico-psychologique. Alors, on va commencer peut-être par les bilans. Donc, le bilan de compétences ou le bilan professionnel, ces deux bilans vont permettre d'identifier des pistes de reconversion professionnelle pour votre agent, donc d'identifier des métiers, à partir d'une analyse des compétences sur le plan professionnel comme personnel, des aptitudes, des intérêts et des motivations de l'agent. Le bilan de compétences, lui, il va être initié par l'agence et l'employeur n'aura pas accès aux résultats, donc sauf au bon vouloir de l'agent, bien évidemment. Ce bilan de compétences, il va être établi en 3 phases. Il comporte 3 phases. Une phase préliminaire qui va confirmer l'engagement de l'agent. Une phase d'investigation donc sur les compétences et les aptitudes de cet agent. Et puis une phase de conclusion plutôt qui va permettre de définir le projet et donc les étapes de mise en œuvre. Ce sont des organismes certifiés, donc certifiés bilan de compétences, qui vont pouvoir réaliser ces bilans. Et puis le bilan professionnel, donc lui, à la différence du bilan de compétences, il va être initié par l'employeur, donc avec l'accord de l'agent. Donc là, on a vraiment les deux acteurs qui sont acteurs de ce bilan. Et il va intégrer une dimension santé. Il prendra en compte l'état de santé de l'agent dans la définition du projet professionnel. Ce bilan professionnel, lui, il est construit en 4 étapes, donc avec une analyse de la demande, des entretiens entre les différentes parties, l'employeur, l'agent évidemment, mais également le médecin, une analyse des compétences, des aptitudes, des motivations, des intérêts de l'agent, une phase de définition du projet professionnel ou de la formation qui va être adaptée à la situation, et puis une phase d'analyse des perspectives d'évolution ou des perspectives de reclassement ou de changement d'affectation. Ce bilan professionnel, là, il est réalisé un peu plus largement. Il y a plus de prestataires qui peuvent réaliser ce type de bilan. Et précisons que l'employeur peut également recourir donc, à une UPSOP, à une passe ou un bilan de préorientation qui serait réalisé en CRP. Donc en CRP, c'est-à-dire que l'agent bénéficie d'une orientation par la MDPH. Voilà, donc ces 3 dispositifs, on détaille l'APSOP et la passe juste après, je vous rassure. Donc ces 3 dispositifs vont intégrer un bilan professionnel. Alors l'APSOP. Donc l'APSOP, c'est une prestation spécifique d'orientation professionnelle. Son objectif, ça va être d'accompagner une personne en situation de handicap à se projeter dans un nouveau parcours et à élaborer un nouveau projet professionnel qui va s'inscrire dans le cadre d'un reclassement pour raison de santé. Ce reclassement, il pourra être interne ou externe, mais en tout cas, on parle bien d'une situation de maintien dans l'emploi lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible. Cette PSOP, elle va contenir des entretiens individuels et des regroupements collectifs. Donc ça, c'est important et c'est la particularité de la PSOP. Elle intègre vraiment des phases de réflexion collective. Et puis, on peut vous proposer également des mises en situation professionnelle pour confirmer le nouveau projet. La PSOP, elle va s'adresser donc aux demandeurs d'emploi BOE, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux salariés du secteur privé, aux agents du secteur public qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou qui sont en attente de l'être. Par exemple, un agent qui a fait une demande de RQTH, même s'il ne l'a pas encore obtenue. Et puis, donc, à noter que ce sont des dispositifs qui sont préfinancés par le FIP et la GFIP, qui peuvent être prescrits donc, par le service public de l'emploi, par les CDG
ou par les employeurs conventionnés. Alors, passons à la PAS. Donc, la PAS, c'est une prestation d'appui spécifique. Elle va permettre d'identifier donc, les conséquences d'un handicap et donc les moyens de compenser ce handicap par rapport à un projet professionnel ou par rapport au poste sur lequel est affecté un agent. La PAS, elle va vraiment s'appuyer sur l'expertise d'un spécialiste et là, par typologie de handicap. C'est vraiment ce qui est le trait de caractère de la PAS, c'est d'être spécifique à chaque type de handicap. Elle contient donc 5 prestations. Chacune de ces prestations sont mobilisables indépendamment les unes des autres. Donc, une première prestation qui concerne donc un bilan complémentaire sur la situation de la personne, une phase de prédiagnostic, un appui au projet professionnel qui lui-même va contenir 3 modules, donc un module de diagnostic approfondi, un module d'identification et de développement des modes de compensation, et puis enfin un module qui va permettre un appui ou une validation du projet professionnel. Une autre prestation va être un appui à la réalisation du projet professionnel. Lui-même va également contenir 3 modules. Un appui à l'accompagnement vers l'emploi ou vers la formation, un appui à l'intégration et puis une veille juridique, réglementaire, une veille sur les moyens de compensation. Et enfin, donc, dernière prestation que contient la PAS, il s'agit d'un appui pour prévenir ou pour résoudre des situations d'inaptitude qui intègrent également 3 modules, un appui à l'employeur, un accompagnement de la personne et puis là encore une veille. Ce dispositif, il va s'adresser, donc là, comme l'APSOP, aux demandeurs d'emploi BOE, aux salariés du secteur privé, aux agents du secteur public, qu'ils soient BOE ou en attente de lettres, avec cette spécificité que ces personnes doivent être orientées vers le marché du travail par la CDAPH. Donc, pas d'orientation en ESAT, par exemple, pour mobiliser la PAS. Et là encore, donc, il s'agit d'un dispositif qui est préfinancé par le FIP et la GFIP et qui est prescrit par les prescripteurs, les mêmes prescripteurs que l'APSOP, le service public de l'emploi, les CDG et les employeurs conventionnels. On a une question, Amandine. Peut-être tu peux répondre maintenant. Lorsque la collectivité est non affiliée, comment mobilise-t-on la PAS ou l'APSOP? Alors, donc si vous n'êtes pas affilié au CDG, vous pouvez tout à fait contacter le service public de l'emploi, notamment Cap Emploi, qui sera prescripteur de ces 2 dispositifs et qui pourront vraiment vous orienter. En fait, la PAS est un nouveau dispositif qui fait suite à la PPS et qui se décline en vraiment beaucoup de prestations, les 5 prestations que je viens de décrire. Et parfois, c'est vrai qu'il y a une confusion entre les modules de certaines prestations et vous pouvez vraiment mobiliser ces prestations indépendamment les unes des autres. Cap Emploi peut être un acteur qui va prescrire cette prestation et qui sera vraiment capable de vous conseiller sur les modules qu'il va falloir mobiliser et qui répondront peut-être au mieux à la situation de l'agent. Et du coup, je poursuis avec la question suivante. Pouvez-vous rappeler ce qu'est le CDG? Les CDG, ce sont les centres de gestion donc, qui concernent plus particulièrement la fonction publique territoriale, auxquels sont affiliées certaines collectivités et qui pourront les accompagner sur les questions ressources humaines. Je poursuis. Alors, j'ai juste une question. D'accord, donc Madame Morand qui précise que Cap Emploi lui a permis de bénéficier de l'APSOP. Alors, je poursuis sur l'intervention du FIP, justement sur la mobilisation de ces bilans. Donc, le FIP propose financièrement un accompagnement pour les agents BOE, les agents inaptes et en cours de reclassement, et donc les fonctionnaires donc, titulaires ou stagiaires. Et attention pour les contractuels, seulement quand le CDD est d'une durée supérieure à 1 an. La prise en charge du FIP, elle s'élève à 2 000 €, déduction faite des autres financements, là, comme toutes les interventions du FIP. Et puis, précisons donc que cette prise en charge
elle ne se fait pas si l'agent est en arrêt. Il n'y a pas de prise en charge non plus dans le cadre du DIF. Les bilans, que ce soit bilan de compétences ou bilan professionnel, ils doivent être réalisés par un prestataire externe, hein, c'est la condition de prise en charge. Et puis enfin, il s'agit d'une aide qui est mobilisable tous les 5 ans, donc, sauf en cas d'évolution de la nature du handicap de votre agent. Ok. Sur les autres dispositifs et outils, donc on a parlé de la période de stage ou d'immersion, donc qui permet donc de confirmer, d'infirmer ou de préciser le projet professionnel. Donc souvent, il faut formaliser une convention entre employeurs quand c'est pour une stage en dehors de son propre environnement. Pour pouvoir bénéficier de la couverture assurantielle en cas d'incident. Sinon, c'est un stage qui se formalise de toute façon en interne. On vous incite vraiment à le formaliser pour qu'on sache ce que la personne doit y découvrir, les compétences qu'elle doit y développer, ou en mettre en œuvre, en tout cas à minima. Et donc, c'est une période vraiment très importante. D'autres outils, il y a également les formations, on en a parlé tout à l'heure. Donc, les formations réalisées en centre de formation, type organisme public ou parapublic, les organismes privés, les différents organismes placés donc sous la tutelle, les différents ministères comme l'AFPA, les chambres consulaires, les universités. Vous avez également le CNFPT et la NFH pour les fonctions publiques, hospitalières et territoriales, puisque ce sont on va dire, vous y cotisez de matière obligatoire. Et puis, vous avez aussi la possibilité de réaliser des formations en CRP, des centres de rééducation professionnelle et sociale, donc les CRP, qui sont les établissements médico-sociaux, pour les besoins de formation souvent plus longues. Alors, les CRP, en fait, pour être orienté au CRP, il faut pouvoir avoir été guidé par la MDPH, on fait une demande spécifique. Pour les fonctionnaires, c'est parfois un peu compliqué parce qu'en fait, quand on est en CRP, on est payé par la région, en fait. Donc, il y a des conventions qui peuvent se signer et permettre à un moment donné que vous puissiez envoyer un agent en CRP. Et les conventions, souvent, définissent le fait que l'agent va garder sa rémunération, par exemple, pendant son processus en CRP. Donc, tout dépend un peu des conventions qui sont mises en place. Vous avez la mairie de Paris, par exemple, qui a travaillé énormément sur ce champ-là et qui pourrait être une ressource pour ceux qui sont intéressés par ce type de formation, qui sont souvent des formations quand même beaucoup plus longues pour des personnes qui ont vraiment tout un travail à faire pour acquérir des compétences et qui ont aussi besoin d'un soutien médico-psy. Donc, on est plutôt sur du handicap, on va dire, lourd. En tout cas, s'apparenter à un handicap lourd. On a également les interventions du FIP, qui peuvent venir en appui des projets de reconversion professionnelle. Donc, il y a des formations qui sont destinées à compenser le handicap. Donc là, c'est des formations qui n'ont rien à voir avec la reconversion en tant que telle, mais qui permettent cette reconversion. Par exemple, si demain vous avez une personne qui n'a pas besoin d'avoir de l'outil informatique et qui en a besoin demain, et qu'elle a besoin, par exemple, d'un logiciel pour malvoyants sur son futur poste de travail, eh bien, il va falloir la former. À Jolt, par exemple, c'est un outil, et donc c'est quelques jours de formation sur le logiciel, ça va lui être apporté. On a aussi les formations de chien guide d'aveugle, par exemple, pour des personnes qui ont un handicap, qui peuvent être et qui ont besoin d'être accompagnées par ce type de mesures de compensation, qui peuvent bénéficier de cette aide de formation destinée à compenser le handicap. Donc, c'est pour ça que ce sont souvent des formations assez courtes et ponctuelles. On voit bien, c'est plafonné à 10 jours maximum. Le FIP finance la rémunération de l'agent durant ces 10 jours au maximum de formation et jusqu'à 500 €. Il s'agit vraiment de la compensation de handicap. On va le voir sur une autre nature d'aide, puisqu'il y a d'autres aides catalogues qui existent.
Donc, sur les aides en matière donc, de reclassement ou de reconversion professionnelle, donc, tous les agents donc, qui sont précisés sur la première ligne, donc agent BOE, agent inapte ou en cours de reclassement, apte avec restriction, en disponibilité pour raison de santé, bénéficient de ce budget de formation si c'est nécessaire. Donc, ce sont les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, les contractuels en CDD de plus d'1 an. Donc là, le FIP, aujourd'hui, prend en charge les frais de formation jusqu'à 10 000 € pendant 1 an, plus les rémunérations de l'agent jusqu'à 60%. Alors avant, c'était 2 ans, aujourd'hui, c'est 1 an, puisque le FIP, c'est basé sur le temps aujourd'hui inscrit dans la PPR, qui doit permettre le reclassement en 1 an des agents. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont inscrites dans un processus de PPR en bénéficient, et ceux qui ne sont pas éligibles à la PPR, puisqu'on a vu qu'il y avait notamment les contractuels et que le PPR s'adresse aux fonctionnaires titulaires, bénéficient quand même de cette aide, mais au regard des, on va dire, des autres dispositifs, enfin des autres publics. Une autre aide complémentaire, donc parfois nécessaire en fonction de la nature du handicap, toujours, c'est les frais et les surcoûts des actions de formation. Donc, que ce soit des frais de déplacement, des frais d'hébergement, de transport, de surcoûts pédagogiques aussi, si vous devez traduire des documents, par exemple, en braille, si vous devez faire venir quelqu'un qui traduit en langue des signes. Alors, ça ne couvre pas toujours l'intégralité des frais. En tout cas, il y a un plafond de 150 € par jour qui est prévu. Il faut savoir que dans la plupart des aides du FIP aujourd'hui, la logique, c'est de prendre en charge le surcoût du handicap et ou de venir en cofinancement. De plus en plus, le FIP attend à ce que l'employeur aussi prenne à sa charge un certain nombre de coûts induits par des actions qu'il mettra en place si l'agent n'était pas en situation de handicap. Donc aujourd'hui, il y a des reclassements, des reconversions professionnelles qui sont engagées parce que vous fermez un service, parce que la personne a envie d'évoluer. Le FIP estime que l'effort que vous faites dans ces cas-là, vous pouvez aussi le faire pour des personnes en situation de handicap ou qui ont des inaptitudes constatées au poste et donc ils vont être là en soutien, en appui, mais ne vont pas financer 100% des besoins dans la logique. Et je dirais que c'est encore plus fort pour les employeurs conventionnés. On a vu qu'il y avait une question sur ça, on y répondra tout à l'heure. Quand vous développez, vous travaillez sur un budget de convention, c'est-à-dire qu'une convention, rapidement, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est un accord qui est signé entre le FIP et l'employeur, donnant un certain nombre d'objectifs en matière de recrutement, insertion, maintien dans l'emploi, pris par l'employeur. Le FIP considère une enveloppe financière qu'il alloue à l'employeur pour mener sa politique handicap. C'est dans cette logique également que s'établissent les budgets, dans une logique de cofinancement et de recherche d'optimisation. Il y a des postes que vous pourrez moins financer quand vous êtes un employeur conventionné que quand vous êtes un employeur non conventionné. Parce qu'il faut prioriser là où le FIP va venir vous aider financièrement à mettre en place votre politique handicap. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour ceux qui ont signé plusieurs conventions d'affilée. Pour ceux qui ont cette expérience-là, vous voyez qu'à un moment donné, le FIP estime, évalue que vous n'avez plus besoin, par exemple, d'aide en matière de communication ou de sensibilisation parce que vous avez dû faire le travail dans les précédentes conventions. Il estime également que peut-être vous avez mis en place une personne qui va faire les bilans professionnels, qui ne les financera plus. Donc, ça, c'est des choses qui évoluent aussi en fonction de la maturité de l'employeur et des dispositifs dans lesquels il s'inscrit indépendamment de la reconversion. Donc, s'il a négocié une convention avec le FIPHFP. On reviendra après à la question qui était comment on conventionne. Par rapport à une dernière aide, donc c'est donc le tutorat et l'accompagnement socio-professionnel. On a vu que donc, il y avait tout un travail qui était important pour les agents en reconversion professionnelle, qui consiste à les soutenir durant, je dirais, les phases de découverte de métier, les phases d'intégration
Et donc, ça nécessite à un moment donné que ce soit un tutorat en interne, soit un tutorat en externe qui peut être aussi d'une nature un peu plus spécifique en fonction du handicap. Le tutorat en interne, il se fait sur le temps de travail du collaborateur qui va prendre cette responsabilité-là. Où souvent, il faut avoir déterminé une fiche de mission, en tout cas, pour qu'il sache quel est son rôle, que ce n'est pas du management. Donc, c'est vraiment important de définir son rôle dès le départ. Et là, le FIP finance une prise en charge du salaire horaire du tuteur dans la limite de 228 heures par an sur la base de son salaire brut chargé. Donc, c'est mobilisable sur la première année du reclassement ou de la reconversion professionnelle. Donc, normalement, c'est du reclassement de la PPR quand ça existe. Ceux qui ne sont pas en PPR pendant une période d'1 an. Ça a été plafonné. Avant, ça ne l'était pas, mais c'est vrai que c'est important de valoriser. C'est aussi une manière de valoriser les tuteurs qui mettent en place, qui acceptent de tenir ce rôle. On a parfois une difficulté pour certains employeurs à rétribuer cette fonction-là, puisque c'est parfois à la fois une difficulté de trouver une ligne budgétaire pour l'imputer, soit c'est aussi parce que le tutorat est mis en place pour d'autres choses chez l'employeur et que ce n'est pas rémunéré par ailleurs, et donc à un moment donné, sinon on crée une inéquité. Donc voilà, ça c'est vraiment à la main de l'employeur de décider ou pas de rémunérer. En tout cas, sachez que vous pouvez vous demander une rétribution au FIPHFP, mais moi j'ai tendance à dire que si vous ne la rémunérez pas vous-même, la logique de faire de la recette, entre guillemets, sur le dos du FIP, ça c'est ma vision à moi, je la trouve moyenne. Si c'est pour rétribuer l'agent qui a cette fonction, très bien. Sinon, je trouve que voilà, globalement, les fonds du FIP, c'est autre chose. Pour le tutorat, donc par un prestataire externe, il y a différents types de prestations. Mais globalement, là, on est vraiment quand on a un handicap particulier. Alors, on a vu qu'il y avait les PASS et d'autres interventions que pouvaient mener les partenaires de l'emploi et de l'insertion, comme Cap Emploi. Il y a évidemment des partenaires privés. Donc là, vous devez les rémunérer. C'est bien pour ça qu'il y a cette aide aujourd'hui. Et c'est dans la limite de 25 heures hebdomadaires. Donc, on voit bien quand même que quand on est sur ce type d'aide, on est sur un accompagnement un peu plus lourd. Moi, je l'ai vu mis en place sur du handicap psychique, intellectuel, pardon, et aussi pour des personnes qui ont des troubles de l'apprentissage, post-AVC, troubles cognitifs, où il y a besoin vraiment de mettre un accompagnement particulier, les troubles 10 par exemple, pour que les personnes comprennent bien les consignes dans le temps et qu'on puisse adapter vraiment l'environnement de travail. Donc ça, c'est des possibilités aujourd'hui qui sont ouvertes par le FIP. Et je crois que j'arrive au terme de cette partie. Alors, avant de passer à la partie suivante, alors on a beaucoup de questions sur la PPR. Encore. Voilà, donc on y reviendra. On a 2 questions également, notamment de Nadine Yochem sur la mobilisation des aides du FIP. On en avait une sur la mobilisation du FIP sur les bilans de compétences, est-ce qu'on mobilise le FIP avant, après, et puis sur le remboursement du tutorat interne. Peut-être que je peux déjà vous renvoyer au catalogue des interventions du FIP qui se trouve sur le site du FIP. Et puis, je vais quand même répondre aux questions. Et puis, au webinaire qu'on a animé à l'automne, en octobre, il me semble, sur les interventions du FIP, voilà, qui va expliquer comment est-ce qu'un employeur peut conventionner avec le FIP, et puis qui détaillera les principes d'intervention du FIP. Pour répondre à la question sur la mobilisation des aides du FIP concernant les bilans de compétences, il y a un principe du FIP au-delà de 1 200 €, au-delà de ce montant-là, vous pouvez solliciter le FIP sur devis. Voilà, donc vous faites une demande de prise en charge au FIP en envoyant un devis. Vous attendez l'accord du FIP pour engager les frais. De cette manière-là, vous pouvez être certaine que le FIP va vous suivre sur l'action que vous engagez. En dessous de ce montant-là, vous ne pourrez pas faire de demande sur devis. Et puis, par contre, vous avez tout à fait la possibilité également, en lisant bien les fiches d'intervention du FIP, en vous assurant que vous allez bien entrer dans les conditions, en vous assurant que vous avez bien toutes les pièces justificatives qu'il va falloir adresser
vous pourrez bien évidemment solliciter le FIP a posteriori. Et puis, concernant le tutorat interne, il va falloir peut-être déjà travailler dans un premier temps sur un planning de tutorat, donc sur quelles activités le tuteur va intervenir, à quel moment de la journée, voilà, vraiment créer un planning prévisionnel. Et le FIP va ensuite intervenir sur le remboursement coût horaire du salaire multiplié par le nombre d'heures passées aux actions de tutorat, en comparant le planning du réalisé par rapport à ce planning prévisionnel. Il faut un écrit, en fait, quand vous allez, il vous faut donc un écrit qui stipule quel agent a été accompagné en tutorat. Donc, il faut le nom de l'agent, il faut que ce soit extrêmement précis, et après, il faut l'extraction sur la partie salaire. Enfin, c'est une attestation faite par la DRH, en gros, qu'il faut joindre quand vous faites la demande de remboursement, qu'il faut joindre pour qu'on soit sûr de qui a fait quoi, donc le nom du tuteur, le nom de la personne tutorée, on va dire, et dans quel processus de reconversion elle s'inscrit. Donc avec les dates, puisqu'on est sur une période d'1 an maximum. Et donc le nombre d'heures réalisées. Le FIP vérifie, alors quand ils ont le temps, évidemment, mais ils vérifient le côté plausible aussi du nombre d'heures réalisées, quoi. Sachant qu'on a des vacances, etc. Donc il faut vraiment faire ça de manière vraiment formelle pour que ça soit pris en compte. Peut-on souhaiter le FIP pour des agents en attente de la RQTH? Faut-il attendre la réponse de la MDPH? Non, on n'a pas besoin d'attendre forcément la RQTH de la personne. Si elle a des restrictions, vous avez vu que la plupart des aides sont accessibles ou que quand ils sont inscrits dans un parcours, donc si par exemple vous avez l'avis du comité qui dit PPR, vous pouvez faire entrer la personne dans les processus et mettre en place les aides. La plupart sont quand même encore ouvertes aux personnes en restriction, ce qui est quand même une spécificité de la fonction publique. Aujourd'hui, vous êtes dans le privé avec une restriction médicale, vous n'avez le droit à rien. Tant que vous n'êtes pas RQTH reconnu, avéré, vous n'avez le droit à rien. Donc, c'est vraiment extrêmement important aujourd'hui d'avoir cette latitude avec le FIP-HFP. On espère que ce sera encore le cas, même si aujourd'hui, FIP-HFP tendent à se rapprocher, au moins dans les aides. Donc, il y a vraiment tout un travail aujourd'hui de rapprochement et de volonté d'avoir une cohérence dans les dispositifs publics-privés. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est possible, en fonction de la nature des aides. Est-ce qu'il y a d'autres questions chez vous? Alors, non, je crois que le reste concerne vraiment la PPR ou la mise en œuvre, les dispositifs qui peuvent être mobilisables pour les agents en arrêt de travail. Donc, je pense qu'on y vient. Ouais. On n'a pas toutes les réponses non plus. Mais oui. Alors, peut-être quelques mots donc sur les acteurs ressources, en ressoulignant l'importance de mettre au cœur de ce processus l'agent, vraiment de lui donner sa place d'acteur central dans ce parcours de reconversion professionnelle. Il y a une multitude d'acteurs ressources sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Votre rôle en tant qu'accompagnant, puisque vous êtes le référent unique de cet agent, ça va vraiment être de coordonner les relations entre ces différents acteurs internes et externes. Alors, vous allez pouvoir, vous avez en haut à gauche l'employeur, alors que ce soit l'employeur, le chef d'établissement, le DGS. Lui, il va vraiment avoir la responsabilité juridique. C'est à lui d'organiser, de veiller à la santé des agents. Voilà, donc ça, c'est tout d'abord pour le principe. Ensuite, vous avez la direction des ressources humaines qui va être un acteur essentiel dans ce parcours, puisque c'est cette direction qui va gérer les emplois, la mobilité, les inaptitudes, et puis la formation qui pourrait être engagée en fonction des besoins dans le parcours de reconversion. C'est la direction des ressources humaines qui va piloter un peu la mise en œuvre de ce process, que ce soit un reclassement ou un changement d'affectation. Voilà, faire le lien en fait avec les emplois vacants et les métiers vers lesquels la personne va pouvoir s'orienter, les possibilités de reclassement en interne.
Vous pourrez vous appuyer donc en fonction des personnes de l'équipe pluridisciplinaire de maintien dans l'emploi. Est-ce qu'il y a une équipe pluridisciplinaire qui a été mise en œuvre dans vos administrations, dans vos collectivités? Si c'est le cas, vous pourrez vous appuyer sur cette commission, sur cette cellule, et notamment sur la pluridisciplinarité, sur les compétences de toutes ces personnes qui composent cette cellule de maintien dans l'emploi. Vous avez ensuite comme acteurs ressources tous les médecins, donc qu'il s'agisse des médecins traitants ou des médecins spécialistes, qui vont soigner les agents, qui vont pouvoir alerter sur la santé de l'agent et qui prescriront peut-être les arrêts de travail ou les certificats médicaux. Le médecin agréé, donc, qui va lui émettre les avis qualifiés. Médecin de prévention qui va regarder lui la compatibilité des postes de travail avec la santé de l'agent. Et puis donc les instances médicales, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur l'intervention des instances médicales qui vont accompagner à l'évaluation de l'adaptation du poste de travail de l'agent et qui va jouer un rôle d'arbitrage et de contrôle. Vous avez ensuite le collectif de travail, là qui va vraiment être important pour permettre à l'agent de réussir son intégration, donc qu'il s'agisse de l'encadrement ou des collègues de travail. L'encadrement, puisque lui, le manager, va vraiment être en charge d'intégrer l'agent et puis de lui donner la possibilité de développer ses compétences et de mettre en œuvre les compétences qu'il vient d'acquérir. Et puis, le collectif de travail qui va vraiment être important pour accueillir l'agent et pour faire en sorte qu'il se sente bien dans cette nouvelle équipe et dans cette nouvelle organisation. Donc, votre rôle, peut-être en tant qu'accompagnant, ça va être de sensibiliser ce collectif de travail et de permettre au manager de poser ses questions s'il en a, de faire en sorte de ne pas le laisser isolé, vraiment de répondre à leurs questions et de les sensibiliser au handicap. Vous avez d'autres experts, d'autres acteurs externes que vous allez pouvoir mobiliser, tels que les psychologues, les assistants sociaux, les ergonomes, les préventeurs. Le FIP, que nous avons oublié de noter d'ailleurs, mais le FIP qui fait partie aussi des acteurs externes, et on en parle beaucoup, qui va lui proposer un accompagnement financier, des aides financières, techniques et humaines pour réussir que ce soit l'insertion ou le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap. Il y aura également les centres de formation, puisque l'agent pourrait être amené à intégrer un centre de formation pour suivre sa formation, acquérir des nouvelles compétences. Et puis, vous avez d'autres prestataires, les prestataires de dispositifs dont on a parlé, et les Cap Emploi, donc on détaille Cap Emploi juste maintenant. Voilà. Alors, Cap Emploi, c'est un OPS, donc un organisme de placement spécialisé. Il y a 96 OPS, donc OPS Cap Emploi organisés sur 17 régions, donc en France et en Outre-mer. Les Cap Emploi, ils sont pilotés et financés par l'État, donc financés par l'AGFIP et le FIP. Ils appartiennent au réseau national de placement spécialisé qui est KEOPS, et ils sont reconnus comme des missions de services d'intérêt économique général, donc par l'État. Ils font partie du service public de l'emploi, donc au même titre que Pôle emploi et que les missions locales. L'objectif de Cap Emploi, c'est de sécuriser les parcours professionnels, de permettre un accès à l'emploi, de prévenir les ruptures, d'aider à la gestion des transitions professionnelles et de garantir, bien sûr, le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a deux missions, on peut les découper comme ça. Il y a un accompagnement qui se fait vers l'emploi. Donc là, il va s'agir d'informer, de conseiller, d'accompagner, que ce soit les personnes en situation de handicap, dans le cadre d'une insertion professionnelle, accompagner donc les personnes, mais également accompagner les employeurs pour réussir cette insertion professionnelle. Et puis enfin, accompagner les deux pour ce qui va concerner vraiment la pérennisation de cet emploi, la pérennisation de cette insertion professionnelle. Et puis, Cap Emploi a également une mission d'accompagner dans l'emploi. Donc là, elle va réaliser une information, conseil, accompagnement autant des agents que des employeurs sur plusieurs questions, donc sur le maintien dans l'emploi lorsqu'il y a un risque de perte d'emploi,
du fait de l'inadéquation entre la situation de travail et la santé de la personne, dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle qui va être construit par et avec l'agent, avec le travailleur, et puis dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, qui soit interne ou externe, notamment pour ce qui est de la prévention de la perte d'emploi, donc la gestion d'une potentielle situation d'inaptitude. Voilà, donc vous voyez que voilà, cet acteur, c'est vraiment un acteur pertinent dans le processus de reconversion pour raison de santé. Et on en revient à la PPR tant attendue. Oui, alors c'est pas un webinaire sur la PPR, on en a déjà eu un, mais on va essayer de répondre à toutes vos questions. On est déjà par rapport donc au cadre réglementaire du reclassement, donc il est inscrit donc avec 3 décrets, donc 84 10 51 pour la FPE, 10 54 pour la FPT et décret de 89 376 pour la FPH. Donc, ce qu'il faut savoir globalement, c'est que vous avez en effet un cadre réglementaire de la PPR qui a été mis en place et qui vient pour nous encadrer le processus de reclassement, à la fois pour, je pense, enfin en tout cas nous on pense, rassurer les agents, aider les employeurs aussi à organiser le reclassement, puisque cela force à avoir aussi une approche collective, là peut-être où avant, beaucoup d'employeurs avaient une réponse individuelle à chaque cas, la prise en compte de la situation et la réaction, alors que là, finalement, ça oblige à un formalisme, alors qui peut-être au début est un peu, on va dire, contraignant, mais qui finalement, pour ceux qui en font beaucoup, est hyper structurant, rassurant, à la fois pour les employeurs comme pour les agents. Donc là, également, il y a une ordonnance qui vient changer, modifier 3 articles dans la loi de statutaire, globalement, avec le manque, par contre, d'un décret d'application pour la FPH. Donc, c'est ce que vous dites dans vos commentaires. Aujourd'hui, la PPR ne s'applique pas au versant de la fonction publique hospitalière. Donc, il y a une rupture de droit aujourd'hui qui est toujours en place et on attend. Donc, je voyais dans vos commentaires que certains disaient que ça allait être en 2021. Donc, nous l'espérons. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas tellement eu d'informations sur ces sujets. Il y a une circulaire également qui est parue donc, le 30 juillet 2019 qui est composée de cette fiche qui permet aussi de travailler autour de la mise en œuvre de la PPR. Donc, ça permet de fixer un cadre. Donc, on avait travaillé donc, sur un webinaire PPR et même une instance d'échange de pratiques l'année dernière qui a donné lieu à la sortie d'un kit PPR que je vous invite à télécharger sur le site du Handipact Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, globalement, la PPR, c'est un dispositif qui permet de combiner toutes les étapes de la reconversion. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment un processus qui va vous guider, vous orienter, qui, sur une période d'1 an, doit permettre d'arriver à son terme par un reclassement. C'est donc l'employeur qui demande au comité médical, enfin, qui fait valider l'inaptitude médicale et la demande de PPR au comité médical uniquement. Et après, l'employeur doit faire part à l'agent de la possibilité d'être accompagné et de signer une convention de 2 mois. Et donc ça, c'est vraiment une demande qui doit émaner de l'employeur. Et après, c'est l'agent qui doit dire s'il est d'accord ou pas, en gros, pour en bénéficier. Donc c'est à l'initiative de l'employeur. On doit proposer, c'est une obligation de proposer à l'agent. Et après, c'est l'agent qui dit s'il veut ou pas bénéficier de la PPR. C'est une obligation, en tout cas, pour l'État et la territoriale aujourd'hui de proposer à l'agent la PPR. Donc, le comité médical va se prononcer sur l'inaptitude de l'agent préalablement à la mise en œuvre de la PPR. Il ne se prononce pas sur le projet de convention. Ça, c'est le projet de convention que doit mettre en place l'employeur. Donc, on va dire dans les 2 mois.
Donc, les actions d'accompagnement du projet sont formalisées dans la convention qui sont signées entre l'agent et son employeur. Vous pouvez faire une convention light, entre guillemets, sur tous les moyens que vous allez mobiliser et après faire des annexes qui vont permettre d'expliciter les stages que la personne va faire, les stages dans la collectivité et en dehors, puisque la PPR précise qu'on peut aujourd'hui faire des stages d'observation dans toutes les fonctions publiques, enfin dans les 3 versants de la fonction publique de manière plus précise. Par contre, ce n'est pas possible de le faire dans le privé. Donc ça encadre quand même, ça restreint encore dans le périmètre de la fonction publique. Et donc, à l'expiration de la période de 1 an, l'agent demande son reclassement qui s'effectue donc par voie de détachement ou de concours ou d'examen. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a encore un délai de 3 mois pour faciliter, je dirais, l'arrivée sur le poste. Mais c'est limité donc à ces fameux 15 mois. Par rapport à la question qui était comment on fait avec le confinement, est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'il y a un décalage? Je dirais que ça s'est resté à la main des employeurs. Moi, j'ai un centre de gestion en Île-de-France qui a décidé d'étendre cette période-là, mais c'est une décision unilatérale. Il n'y a pas eu de texte aujourd'hui qui sont parus pour dire que on décalait d'une certaine durée cette période de 1 an. On a aussi des employeurs qui ont une période de reclassement bien plus longue et qui ont décidé de conserver cette période de reclassement bien plus longue. Après, il faut savoir que pour nous, c'est l'obligation, le minimum légal, c'est ça. Après, si un employeur veut faire mieux, il peut. Ça veut dire, par contre, si vous avez bénéficié de formation, un agent a bénéficié de formation pendant 1 an dans le cadre de la PPR, financé par le FIP, si ça dure plus longtemps, ce sera plus possible puisque vous avez cette période de 1 an qui est aujourd'hui inscrite au catalogue des interventions. Mais à la fois, c'est pas limitatif de vouloir faire mieux. Voilà, c'est un peu cette philosophie-là qu'on rencontre. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin de droit, parce que je crois que c'est une des questions pour bénéficier donc de la PPR. Il faut juste que l'inaptitude médicale ait donné un avis par le comité médical et donc du fait d'une PPR. Ce n'est pas dans la fonction publique hospitalière, ça je l'ai dit. Il n'y a pas besoin de QTH, puisque là on rentre dans le champ du reclassement. Donc la personne en fait deviendra bénéficiaire d'obligation d'emploi dans le cadre d'un reclassement professionnel. Donc, il n'y a pas besoin de faire QTH. On a vu que le point de départ, c'est l'inaptitude médicale du médecin qui, derrière, fait l'objet d'une demande de PPR au comité médical. Et je ne sais pas si je réponds à toutes les questions. Alors, attends, est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent? Oui, on a Pauline Pacalin qui demande si le détachement il peut se faire dans le cadre d'une mobilité interne. J'avoue, je ne maîtrise pas trop. Je ne sais pas si tu peux répondre. Moi, j'aurais eu tendance à dire que oui, mais je ne peux pas l'affirmer. Moi non plus. C'est le terme mobilité interne. Comme je ne sais pas bien ce que ça recouvre parfois dans la fonction publique, je suis perdue. Mais on a Stéphanie Locatelli-Chapeau qui confirme que oui. Ouais. Bon, attends. On avait une question sur le fait que l'agent doit être hors arrêt. Donc là, tu l'as dit, on est en position d'activité. Je ne sais pas si tu as précisé la prise en charge de la rémunération. La rémunération, comme la personne est en position d'activité, en fait, elle est rémunérée pendant 1 an par la collectivité dont l'agent est originaire pendant cette période. Même s'il est en stage dans une autre collectivité, en général, c'est la collectivité de l'agent qui continue à la rémunérer. Sauf si après, il y a un autre, quoi. Il y a une question sur comment organiser un reclassement de la FPE vers la FPT. Par exemple, un professeur voulant devenir bibliothécaire suite à une aptitude et un PP. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Il faut prendre avec une collectivité, puisque là, c'est vers FPT, pour voir comment vous pouvez déjà mettre en place la découverte métier,
que vous fassiez les écarts, l'écart de compétences, voir s'il faut faire des formations. Et après, tant que la personne est en PPR, elle est sous votre responsabilité. Donc, toutes les actions que vous allez conduire, c'est vous qui allez les conduire. Et une toute dernière question concernant la PPR, est-ce que l'inaptitude, elle doit être prononcée par le médecin de prévention ou par le médecin agréé? Moi, j'ai tendance à dire le médecin de prévention. Mais, parce que c'est celui qui rend l'inaptitude au poste. Par le comité médical, voilà. Ça, c'est pour la PPR. Oui. Le comité médical. Ok. N'hésitez pas à récupérer donc sur le site du Handipact. Donc, vous avez un webinaire qui a été dédié exclusivement sur ce sujet. Vous avez un kit qui a été réalisé, donc puisque vous avez une plaquette à destination des agents pour leur expliquer la PPR. Vous avez des exemples de courriers, vous avez des exemples de processus d'accompagnement pour faire un bilan. Vous avez également des mini-vidéos d'animation pour sensibiliser les managers qui accueillent en stage. Vous avez également un processus de suivi d'accompagnement des agents une fois qu'ils ont défini leur projet. Enfin, vraiment, c'est une sorte de mine d'or avec des projets de courrier qui existent déjà, des petites plaquettes. Donc, c'est sur le site du Handipact Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est le kit PPR. Dans la boîte à outils, voilà. Il faut être membre et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous inscrire, vous identifier, créer un mot de passe et vous accéderez à la boîte à outils de l'espace membre. Il y a une rubrique dédiée PPR. Je pense qu'on peut poursuivre, mais s'il y a encore des questions sur la PPR, on y reviendra juste après. Alors, en parallèle, j'évoquais tout à l'heure une ordonnance qui est parue le 25 novembre 2020, donc très récemment, ordonnance que vous avez peut-être vu paraître. Donc, c'est une ordonnance qui est basée sur l'article 40 de la loi de transformation de la fonction publique. Donc, en fait, cet article, il laissait la possibilité au gouvernement de légiférer par ordonnance sur plusieurs points, notamment pour simplifier l'organisation et le fonctionnement des instances médicales, pour simplifier les règles relatives à l'aptitude des agents lors de l'entrée dans la fonction publique, les règles relatives aux congés, aux positions statutaires pour maladie, et puis pour tout ce qui était règles de recours au temps partiel thérapeutique et au reclassement pour inaptitude physique. Voilà, alors cette loi, elle s'oriente autour de 5 chapitres. Donc, le premier chapitre qui va concerner l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique. Ce premier chapitre, il est basé sur l'article 1 de cette loi. Il vise à modifier les statuts pour retenir donc, une condition d'aptitude qui est particulière, propre à chaque fonction et non plus une condition d'aptitude générale. Voilà, donc là, il y a un décret d'application qui va venir préciser les modalités d'application de cet article. On a ensuite un second chapitre qui va concerner la simplification des instances médicales, donc qui concerne l'article 2 et l'article 3, et qui institue donc une instance médicale unique qui s'appellera le conseil médical et dont les compétences, dont les attributions vont être précisées par un décret, donc un décret qui devrait paraître maximum en février 2022. On a un troisième chapitre qui va concerner les congés pour raison de santé. Alors tout d'abord, et d'application immédiate, le congé maladie est un terme qu'on n'utilisera plus et qui est désormais remplacé par congé pour raison de santé. Voilà, donc c'est d'application immédiate et c'est donc applicable depuis le 27 novembre 2020. L'article 5 donc, nous dit que les CLM et CLD peuvent être d'utilisation continue ou discontinue. Et cet article introduit également la notion de portabilité du droit à congé en cas de mobilité intra- ou interfonction publique. Là également, on devrait avoir un décret d'application au plus tard en 2022.
On a l'article 6 qui va fixer les modalités selon lesquelles donc, un agent, à sa demande, va pouvoir bénéficier, sous réserve d'un avis médical, d'une formation, d'un bilan de compétences ou avoir une activité pendant un congé pour raison de santé. Voilà. Donc là aussi, il y a un décret à paraître et je n'ai pas de date sur la parution de ce décret. Nous avons également l'article 8 qui va prévoir que le fonctionnaire, alors là je vais lire l'article qui concerne le Covid. Donc pour le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection SRAS-CoV-2 est reconnue imputable au service, donc si la maladie est reconnue imputable au service, le congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'allocation temporaire d'invalidité, la rente viagère d'invalidité, prennent effet, nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie. Voilà, donc là, il s'agit d'une mesure d'application directe. Un quatrième chapitre va concerner vraiment le maintien dans l'emploi, donc avec l'article 9 qui va concerner plus particulièrement le temps partiel thérapeutique, donc la possibilité de travailler à temps partiel thérapeutique sans arrêt de travail préalable qui est étendu maintenant au cas de maintien dans l'emploi et donc de retour à l'emploi. Là-dessus, on aura un décret qui va venir préciser les modalités d'application et puis qui va concerner également la reconstitution des droits de l'agent après 1 an de temps partiel thérapeutique et la portabilité de ce droit en cas de mobilité. L'article 10 va venir préciser le reclassement pour inaptitude. Donc, la possibilité pour un agent d'être reclassé en dehors de son administration d'origine, laquelle reste quand même prioritaire. Et puis, donc la procédure de reclassement pourra maintenant être engagée par un employeur en l'absence de l'accord de l'intéressé. Donc l'intéressé, l'agent en question qui va disposer, lui, de voies de recours s'il est contre l'engagement de la procédure de reclassement. Une petite précision dans cette ordonnance, c'est que le caractère volontaire de la démarche n'est pour autant pas remis en cause. Voilà. Il s'agit ici d'une mesure d'application directe, donc il n'y aura pas de décret d'application qui viendra préciser les contours de cette question. Voilà, donc l'employeur peut engager une procédure de reclassement à défaut d'accord de l'agent. Et puis ce même article, il va étendre l'éligibilité à la PPR qui pourra maintenant, et je l'évoquais tout à l'heure, ne pas concerner uniquement les agents reconnus inaptes, dont l'inaptitude est prononcée, mais qui pourra également concerner les fonctionnaires à l'égard desquels une procédure de reconnaissance de cette inaptitude a été engagée. Donc là aussi, on est sur une mesure d'application directe. Et enfin, donc un 5e chapitre qui concerne les congés pour événements familiaux. Donc là, l'objectif de ce chapitre, c'est d'améliorer la lisibilité des congés parentalité et en fait de prévoir une harmonisation avec le secteur privé. Cet article qui va également préciser le congé de proche aidant. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur l'ordonnance du 25 novembre avec donc, plusieurs dispositions d'application directe. On a fait une actualité sur notre site également, donc vous retrouvez les précisions que je viens de vous donner. Et puis, dès qu'on aura connaissance de l'apparition d'un décret, on mettra également à jour l'actualité qui est sur notre site. Et puis enfin, donc, on vous propose quelques bonnes pratiques. Tout d'abord, donc un petit mot pour vous dire que le guide du maintien dans l'emploi est disponible également dans la rubrique de la boîte à outils de notre site. Voilà, donc vous retrouvez dans ce guide maintien dans l'emploi toutes les procédures de changement d'affectation, les procédures de reclassement, des obligations d'aménagement de poste de travail, toute la réglementation en vigueur pour les agents fonctionnaires comme titulaires. Et puis, à la fin de ce guide, vous avez un bon nombre de fiches de bonnes pratiques, donc des employeurs qui ont mis des pratiques en œuvre. Ce guide, il est remis à jour 2 fois par an. Donc, il le sera là en janvier. Il l'a été dernièrement au cours de l'été. Et puis, quelques exemples de bonnes pratiques et peut-être des petites choses à retenir. En fait, l'idée de mettre en œuvre des pratiques pour un employeur et d'anticiper toutes ces situations d'inaptitude,
elles vont avoir du sens pour vraiment prévenir les situations qui pourraient être plus complexes à gérer une fois que l'agent est officiellement déclaré inapte ou peut être en congé, et donc toutes les questions de reconversion qui vont être un peu plus compliquées à mettre en œuvre. Il y a quelques facteurs qui sont complexifiants, notamment la pyramide des âges, qui souvent est inversée, qui augmente en fait, qui entraîne une augmentation des situations d'inaptitude. Le fait qu'il y ait peu ou pas d'ailleurs de postes vacants pour les reclassements ou pour les changements d'affectation. Donc vraiment une nécessité d'anticiper la transition professionnelle, toujours dans cette logique de GPEC. Et puis, ça peut être également donc, des postes vacants qui ne correspondent pas forcément au profil des agents qui vont devoir se reconvertir pour raison de santé. Donc voilà, les bonnes pratiques et peut-être les conseils qu'on peut proposer, ça va être d'identifier le plus en amont possible les métiers qui sont générateurs d'inaptitude, des métiers sur lesquels vous avez l'habitude de constater une inaptitude ou des restrictions d'aptitude pour intervenir le plus en amont possible. Ça va être également donc faire de la prévention pour sécuriser les parcours, donc sensibiliser au handicap. Ce sera adapter le parcours de formation, donc développer la formation, la qualification et donc favoriser le déroulé de carrière. Il va falloir proposer un accompagnement adapté lors de la prise de poste. Donc, penser aux aménagements des postes de travail, aux adaptations en cas de difficulté. Et puis, vous pourrez peut-être mobiliser, dès que cela est nécessaire et le plus en amont possible, les prestations et dispositifs spécifiques. Je pense notamment à la PASS, par exemple. Voilà, c'est savoir vous entourer. Voilà. Estelle, pardon, il reste une. Oui, c'est presque la fin. Donc oui, non, on voulait juste réinsister sur l'importance d'avoir une approche pluridisciplinaire dans le processus de reconversion professionnelle et donc de travailler sur cette formation de l'accompagnement, donc d'avoir repéré tous les outils et dispositifs que vous pouvez mobiliser, à quel moment, qui peut vous aider en interne. C'est également que ça marche mieux quand on a aussi un environnement où on a sensibilisé les agents, où ils sont conscients aussi pour certains que c'est difficile de travailler au même poste pendant 40 ans, qu'ils ont été sensibilisés à la prévention des risques, qu'ils ont été sensibilisés aux problématiques de santé, à la politique handicap. C'est important aussi d'avoir des encadrants et des managers formés pour qu'ils jouent le jeu du reclassement, puisqu'on sait que c'est aussi une contrainte forte pour les RH ou les référents handicap qui parfois sont toujours amenés à faire appel aux mêmes managers parce qu'ils sont plus on dit accueillant, on va dire, ou on dit reclassement, ou on dit reconversion, peu importe. Donc, c'est important de créer un microcosme aussi autour de ces questions. On a des employeurs qui vont même très, très loin et qui créent des indicateurs pour des indicateurs sur, par exemple, j'ai en tête un CHU qui a mis en place des annuités de remplacement pour les directions, enfin les pôles, on va dire, qui jouent le jeu du reclassement professionnel et qui et donc il y a vraiment des politiques RH incitatives qui sont mises en place dans certains endroits qui permettent que culturellement on soit plus à même d'accepter des agents qui ont une deuxième vie professionnelle, et donc il faut valoriser vraiment aujourd'hui ces parcours différents et aussi enrichissants pour tout le monde, quoi. Donc voilà, donc c'est peut-être sur un point sur lequel on voulait en conclusion finir avant quelques questions. Moi, Amandine, j'en ai noté 2. Oui. Qui sont y a-t-il l'obligation d'avoir un référent handicap dans une structure? Je crois que c'était une école, la question. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation, comme dans le privé, d'avoir un référent handicap à partir du moment où on est 250 salariés. Ça, c'est l'obligation du privé. Ce qui n'est pas le cas pour la fonction publique. Il y a l'obligation de pouvoir d'avoir accès à un référent handicap, quel que soit son employeur et sa collectivité, ou son employeur, parce que je parle de collectivité, mais c'est par abus de langage. Donc, il faut
que vous ayez identifié à quelque échelle que ce soit c'est ministériel, académie ou autre, un contact qui puisse répondre à tous les agents en matière de handicap au travail. Donc, c'est vraiment l'importance d'avoir un point de contact pour chaque agent qui, demain, voudrait aborder une problématique de handicap. Donc, il faut que ce soit quelqu'un elle soit un peu formée, informée, puisque on l'a vu avec la loi quand même pour la transformation de la fonction publique, c'est quelque part la mise en avant de ce métier qui n'existe dans aucun référentiel et qui aujourd'hui revêt toute son importance au vu de toutes les réglementations qui sortent et qui sont encore sorties l'année dernière. Il y avait une autre question, comment un employeur peut-il être conventionné ? Aujourd'hui, le FIP donc, permet de signer des conventions transitoires et thématiques sur 1 à 3 ans pour des employeurs qui veulent s'engager dans une politique RH avec des engagements très précis en matière de recrutement, d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'apprentissage, évidemment. Moyennant ces engagements-là, le FIP vous octroie une enveloppe budgétaire. Pour tout ça, il faut faire un diagnostic, il faut présenter la situation de l'employeur à l'instant T et travailler sur la politique RH, définir ses moyens, ses ressources. Il y a souvent l'obligation d'avoir un référent handicap de manière vraiment précise, avec une fiche de mission, parce que quand on signe une convention, c'est un vrai projet RH qui engage plus que le référent, il engage toute une organisation derrière pour qu'elle soit handi accueillante et que vous puissiez développer et atteindre les ambitions que vous aurez conventionnées avec le FIP. Donc, il faut prendre pour ça attache de Guillaume Bonneville, le directeur territorial au handicap de la région. Pour ceux qui n'ont pas, nous écrire, on vous transférera les coordonnées de Guillaume. Il faut vraiment impliquer vos élus pour les collectivités, je dirais vos décideurs pour les autres, puisque ce sont des projets très ambitieux, souvent qui impliquent vraiment de changer les comportements en profondeur ou de mettre en place beaucoup d'actions. Et souvent, quand ça n'a pas été bien anticipé, on se retrouve avec un référent qui se sent tout seul à devoir mener une politique très ambitieuse. Donc vraiment, il y a tout un travail de diagnostic, d'état des lieux qui est à faire avant de définir un plan d'action. C'est extrêmement structurant pour ceux qui veulent s'engager dans la démarche. C'est extrêmement positif, mais il faut être préparé, prêt et avoir des appuis en interne. Donc là, vraiment, c'est Guillaume Bonneville, votre contact. Et je vous encourage à le contacter. Je te laisse, Amandine, peut-être, s'il y a d'autres questions de la fin. Alors, il y a une ou deux autres questions qui concernent l'ordonnance du 25 novembre. Donc, il y a des points pour lesquels on n'a pas la réponse pour l'instant. Il faut attendre les décrets d'application, notamment sur la possibilité pour les agents de suivre une formation. Est-ce qu'elle va concerner les agents en CMO ou est-ce uniquement les CLM, CLD? Je pense que là-dessus, on aura une précision par les décrets. Et puis, c'est quelque chose d'assez récent, donc on va se plonger un peu plus dans l'analyse des textes et on tiendra à jour l'actualité qui est sur le site, comme je vous le disais. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on n'a peut-être pas toutes les réponses, mais effectivement, et je vois un échange entre Sylvie et Muriel Bazin qui s'interrogent sur ces textes et notamment sur le fait d'engager une procédure de reclassement sans l'accord de l'agent. Il y a effectivement une contradiction sur le fait que ça ne remette pas en cause le caractère volontaire. Sylvie précise que pour engager une démarche de reclassement, notamment via la PPR, il faut une demande écrite de l'agent. Donc, effectivement, là-dessus, il y a quelque chose d'assez paradoxal sur lequel on va peut-être se pencher un petit peu et reprendre tous ces textes et suivre les décrets d'application qui vont paraître, en tout cas concernant cette ordonnance. Voilà, donc pour Claire qui demande qui nous sommes, donc Estelle Bocquet, pour moi. Et Amandine Bonnefoy. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. C'était un moment très agréable à passer, même si on ne vous voit pas et ça manque. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à bientôt. Voilà, merci à tous. Bonne fête et puis à bientôt. Au revoir.